Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, assigné à résidence selon ses proches, les avocats de l'ancien président du Bénin, Boni Yayi, dénoncent une machination. Lors d'une conférence de presse ce samedi, ils ont alerté sur l'état de santé de leur client après 37 jours à son domicile. Le Togo a organisé son premier forum économique avec l'Union européenne. Cette rencontre vise à promouvoir le programme national de développement, le PND, dont on attend que les 2/3 des investissements proviennent du secteur privé. Et puis l'Organisation mondiale de la santé ne déclare pas l'alerte sanitaire mondiale concernant le virus Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Le comité qui s'est réuni pour la 3e fois depuis l'apparition de la maladie dans le pays estime qu'Ebola ne constitue pas une menace pour la santé mondiale. Mais tout d'abord au Soudan, l'ancien président Omar el-Béchir, déchu, comparaîtra la semaine prochaine. Il est accusé de corruption et de possession illégale de devises étrangères selon le procureur général. Le 21 avril dernier, l'équivalent de plus de 113 millions de dollars avait été saisi en liquide dans la résidence de l'ancien chef de l'État à Khartoum, la capitale. À noter que parmi les revendications des contestataires figure également le jugement de l'ancien président et des principaux responsables de son régime. Le bras de fer entre l'ancien président Boni Yayi et le pouvoir actuel au Bénin se durcit depuis les violences post-électorales du 1er mai dernier. L'ancien président serait assigné à résidence et convoqué par un juge d'instruction selon ses proches. Ses avocats dénoncent une machination et une arrestation préméditée. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefté Ono. Les avocats de l'ancien président Boni Yayi dénoncent une volonté préconçue d'arrêter leurs clients en quasi-résidence surveillée depuis la violence post-électorale du 1er et 2 mai. En conférence de presse ce samedi, les avocats de l'ex-chef d'État sont revenus sur sa situation et la procédure judiciaire à son encontre. Le juge d'instruction en charge du dossier s'est porté une 2e fois au domicile de Boni Yayi sans pouvoir l'interroger. Ceci en raison de son état de santé toujours critique. Sachez noter qu'à la date d'aujourd'hui, ses pieds sont enflés, sont tous enflés. Ces jambes sont enflées. Nous n'avons pas confiance en l'indépendance d'un juge dans un cas pareil, révélé par la presse nationale. Un juge qui est dans les liens d'une poursuite disciplinaire, sous la tutelle du garde des Sceaux, jouant le rôle de l'organe de poursuite contre lui, ne peut pas venir ici garantir une justice impartiale et équitable à un adversaire politique du garde des Sceaux. Selon ses avocats, l'ancien président Boni Yayi serait victime d'une machination visant son arrestation. Pour eux, Boni Yayi est la seule personnalité de l'opposition à subir les tracasseries dont il est l'objet. Dans quel pays, dans quelle démocratie, dans quelle société où une justice qui se dit indépendante et impartiale, un juge peut refuser à un ancien chef d'État le droit de se faire soigner par un médecin dans l'hôpital de son choix? Ce n'est pas un privilège qui est accordé à M. Boni Yayi. M. Boni Yayi dérange. Il dérange profondément parce que de tous les leaders politiques de la résistance, de l'opposition, M. Boni Yayi est encore le seul homme politique présent physiquement sur le territoire national qui a refusé la contrainte de l'exil. Ces conseils craignent une partialité de l'appareil judiciaire dans l'affaire. Toutefois, à travers un point de presse ce 14 juin 2019, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a affirmé que les affrontements entre forces de l'ordre et population dans la ville natale de Boni Yayi ont engendré une trentaine de blessés côté soldats. Il a rassuré que la situation est sous contrôle au centre et au nord du pays. La République démocratique du Congo sera-t-il le 7e État à rejoindre l'EAC? Le président Félix Tshisekedi a exprimé le 8 juin dernier au président rwandais Paul Kagame, qui préside la communauté d'Afrique de l'Est, son souhait de voir son pays intégrer le bloc régional, un bloc vaste de 1,8 million de kilomètres carrés, dont 6% de ses exportations sont dirigées vers la République démocratique du Congo. Corinne Kamsefem.
La communauté de l'Afrique de l'Est va finalement s'étendre à la République démocratique du Congo qui a officiellement fait sa demande d'admission. Le 8 juin 2019, le président Félix Tshisekedi a écrit au président rwandais Paul Kagame, par ailleurs président en exercice de cette organisation sous-régionale, pour l'adhésion de son pays. Adhésion qui garantirait un développement mutuel et une stabilité dans cette sous-région. La RDC est notamment exposée à la déstabilisation depuis quasiment 3 décennies. Et la majeure partie notamment des territoires à partir desquels la RDC est déstabilisée sont essentiellement des pays notamment d'Afrique de l'Est. Donc évidemment, l'adhésion de la RDC à cette communauté pourra permettre de régler ces différents politiques avec ses voisins. La communauté de l'Afrique de l'Est, vaste de 1,8 million de kilomètres carrés, est constituée du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie, avec une population estimée à 135,4 millions de personnes. 6% de ces exportations sont dirigées vers la République démocratique du Congo via les ports de Mombasa au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. L'Afrique de l'Est, avec la Tanzanie, a connu un bond substantiel ces dernières années. Donc, il est évident qu'avec la route La Soie, qui est initiée par les Chinois, et également avec la zone de libre-échange, qui a été initiée récemment, cela va permettre de renforcer la lutte circulation évidemment des capitaux et des personnes dans cette partie notamment de l'Afrique. La RDC est un véritable réservoir en termes de ressources naturelles. C'est depuis 2010 que la République démocratique du Congo ainsi que le Malawi et la Zambie avaient été invités à intégrer la communauté de l'Afrique de l'Est sans suite. Depuis son accession au pouvoir en janvier 2019, le président Félix Tshisekedi développe une diplomatie offensive qui se traduit par de multiples partenariats bilatéraux et multilatéraux. Un pari gagné selon les autorités togolaises. La première édition du Forum Togo-Union européenne s'est achevée ce vendredi 14 juin à Lomé, la capitale. En 2 jours, cette rencontre économique a mobilisé 1000 investisseurs venus du Togo et d'ailleurs avec à la clé la validation de plus de 100 projets bancables. Retour sur cet événement avec notre correspondante Aimé Fakofi. Durant 2 jours au Forum économique Togo-Union européenne, le Togo a défendu auprès des investisseurs étrangers son plan national de développement à financer à hauteur de plus de 4 600 milliards de francs CFA à l'horizon 2022. La contribution du secteur privé est attendue à hauteur de 65%. La validation de 141 projets bancables retenus sur 400 présentés, dont le montant global s'élève à 1,3 milliard d'euros, soit 852 milliards de francs CFA en 2 jours, sont entre autres les reflets de cette réussite. Le plan de développement socio-économique du Togo prévoit dans son axe 2 de développer des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d'industrie extractive. S'agissant des manufacturiers et industries extractives, un projet de parc industriel d'Atetikopé se développe sur environ 80 hectares pour un montant total de 180 millions de dollars. L'information intéressante pour l'investisseur, c'est que le taux de rentabilité sur l'investissement se situe entre 12 et 15%. Et c'est important de gagner de l'argent. Alors nous offrons notre espace pour que les investisseurs viennent se positionner sur notre parc industriel d'Atetikopé. La mise en place d'un hub logistique et d'un centre d'affaires de référence dans la sous-région, ainsi que la consolidation du développement social et du mécanisme d'inclusion sont les autres axes prioritaires du PND. La première édition du Forum Togo-Union européenne s'est achevée le 14 juin à Lomé, la capitale togolaise. La récente propagation du virus Ebola de la République démocratique du Congo en Ouganda a provoqué la réunion ce vendredi d'un comité de l'Organisation mondiale de la santé, une rencontre à l'issue de laquelle l'urgence sanitaire mondiale n'a pas été déclarée. C'est la 3e fois depuis le début de l'épidémie en août en République démocratique du Congo que ce comité était convoqué. Solène Duplessis. L'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes sur le continent. 2 personnes contaminées appartenant à une même famille ont perdu la vie en Ouganda cette semaine, après s'être rendues en République démocratique du Congo où sévit actuellement le virus. L'OMS, réunie en comité d'urgence ce vendredi, a toutefois estimé que l'épidémie ne constituait pas une urgence sanitaire mondiale, le risque de propagation au niveau international étant faible. L'épidémie constitue une urgence sanitaire pour la RDC et la région, mais elle ne remplit pas tous les critères pour être déclarée urgence de portée internationale. À un moment où l'épidémie est un événement extraordinaire, avec un risque de propagation internationale,
La réponse en cours ne serait pas améliorée par des recommandations temporaires comme celle du règlement sanitaire. C'est la 3e fois que l'OMS se réunit en comité d'urgence depuis août 2018, au fur et à mesure que l'épidémie se propage en République démocratique du Congo. Déjà plus de 2100 cas d'Ebola y ont été enregistrés et plus de 1400 malades sont morts. Un bilan qui n'a pas suffi à classer Ebola au stade d'urgence sanitaire mondiale. Il faut quand même savoir que Ebola se transmet de façon exponentielle très très vite et fait tout de suite des morts. Le fait de déclarer que Ebola est une épidémie dans certains pays africains représente un enjeu parce qu'il faut savoir que ça impacte l'économie. Il faut complètement fermer toutes les frontières. Donc c'est un certain nombre de dispositions quand même qui si vous voulez, qui bloquent un pays. L'Ouganda, pays frontalier à la République démocratique du Congo, était placé en état d'alerte depuis le début de l'épidémie. L'OMS a révélé ce vendredi avoir dû réduire une part de son travail de préparation dans certains pays voisins à cause du manque de soutien financier international pour éradiquer de manière effective l'épidémie. À la page sport, le Cameroun s'est incliné ce samedi pour son 2e match de poule dans le mondial féminin. Les Lions indomptables ont été dominés par les Pays-Bas, 3-1. Une 2e défaite qui limite leur chance de poursuivre la compétition. Leur avenir dans cette Coupe du Monde dépendra de l'issue de la rencontre entre le Canada et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qu'elles affronteront d'ailleurs le 20 juin prochain pour un dernier match décisif. À noter que l'Afrique du Sud affrontera pour son prochain match de poule l'Allemagne. La rencontre est prévu ce jeudi 17 juin à 16h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.